Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers adhérents de l'association, bienvenue. Bienvenue aux premiers venus, bienvenue aux auditeurs réguliers, aux habitués des webinars. Ce soir, grande thématique, état des lieux du marché de l'art en France. Alors, encore une fois, c'est un sujet qui vous interpelle beaucoup, vous questionne, vous nous questionnez, vous nous interpellez. La Condamine, par l'intermédiaire de Pierre-Benoît Roux ce soir, s'est penchée sur le sujet, a fait ses petites études, ses petits calculs, ses recherches et va nous faire un compte-rendu assez précis de ce que c'est aujourd'hui le marché de l'art, puisque qu'on le veuille ou non, ça évolue, qu'on apprécie ou pas cette évolution, l'évolution est en route, et il faut le comprendre, il faut la connaître pour soit s'adapter, soit peut-être contourner, tu nous diras ça Pierre-Benoît tout à l'heure. En tout cas, il faut en avoir conscience, parce qu'il faut savoir se positionner, savoir si on est dedans, on n'est pas dedans, pour mieux comprendre aussi comment, appréhender sa diffusion, tout simplement et quel discours on tient et où on se trouve par rapport à tout ça. Donc encore une fois, ces webinars sont faits pour vous donner un maximum de clés de décryptage, de compréhension, pour que vous soyez mieux outillés dans votre secteur d'activité qui n'est pas toujours compréhensible au premier regard. Rendre tout ça audible, tout simplement, dans un état d'esprit de professionnalisation pour rendre les choses d'une accessible, mais surtout vous rendre de plus en plus autonome et acteur de votre activité et de ce marché, justement. Donc, je me suis pas présentée, pardon, Charlotte Delsol. Donc moi, je suis salariée à la Maison des Artistes. Je suis la responsable des partenariats et des services aux adhérents. Pierre-Benoît Roux fait partie de la Condamine. Je lui laisse la parole juste après, il va pouvoir se présenter. Ce soir, c'est notre intervenant parce que nous avons, entre autres, un partenariat avec la Condamine qui est également une association qui accompagne les artistes sur certaines thématiques avec un certain domaine d'expertise. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, vous savez qu'il y aura donc la présentation de l'intervenant, qu'il y a un chat où tout le monde est en train de se dire bonsoir et c'est sur ce chat que vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, je vous invite fortement à poser vos questions au fur et à mesure, ce qui nous permet, alors nous, c'est l'équipe ce soir de la Maison des Artistes présente, c'est Louise Pelletier, notre chargée de communication, et Antina Garnier, la directrice, que vous ne voyez pas, mais qui sont là derrière et qui vont me donner un coup de main pour récolter justement les questions, que ensuite je classe, que je récupère pour les poser à Pierre-Benoît en fin d'intervention. Et Pierre-Benoît, il répondra de vive voix. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important que vous les posiez au fur et à mesure, que ça nous laisse le temps de les mettre en place, le temps de l'intervention de Pierre-Benoît. Voilà. Ce webinaire, comme les autres, eh bien, il sera disponible sur votre espace adhérent, là où vous avez aussi toute la documentation réservée à nos membres. Voilà. Bah, écoute, Pierre-Benoît, je te laisse la parole. Chers artistes, on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Et Pierre-Benoît, merci. À tout à l'heure. Alors, merci Charlotte et bonsoir à tous. Et donc moi je suis Pierre Benoît, comme disait Charlotte, je suis le cofondateur de la Condamine. Et la Condamine, c'est une association qui accompagne, met en relation les artistes entre eux, qui les accompagne pour les aider à vivre de leur art. Et donc la question ce soir du marché de l'art en France, l'état des lieux du marché de l'art en France, c'est quelque chose qui pourrait être une question presque piège tant elle est vaste, et ce serait même tellement vaste qu'on pourrait se dire, et d'ailleurs quand on échange avec des artistes en tant qu'artiste, on peut aussi se dire, mais est-ce qu'il y a même un marché de l'art en France? Et donc il faut bien essayer de comprendre, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière, c'est-à-dire derrière ce mot qui peut être quelquefois impressionnant ou étrange, ou sur lequel on ne se sent pas forcément concerné. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir, c'est
une photographie, un paysage de ce qu'est le marché de l'art en France. Alors évidemment, c'est quelque chose, on va voir aussi qu'il y a plusieurs manières de définir ce que ça pourrait être. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est une proposition euh, de recherche, savoir un peu de repères, pour avoir les bons repères. Eh bien, puisqu'on va faire un panorama, voici une image que je vous propose pour introduire ce sujet. Et c'est l'image suivante, la vague, la grande vague d'Okusai. Elle est intéressante à 3 titres, cette image, par rapport à l'état des lieux du marché de l'art. Vous me direz, mais cette image n'a aucun rapport avec notre sujet. Et pourtant, c'est un paysage. Donc on va dresser un état des lieux, on va voir eh bien, comment le marché s'organise, à la manière d'un géographe ou d'un géologue qui essaierait de voir un peu comment le paysage se construit. Donc on a un point de vue sur un paysage. La deuxième chose sur cette image, c'est qu'on voit une vague. C'est un paysage en mouvement. Il y a des bouleversements en fait sur ce paysage, et le marché de l'art, depuis de nombreuses années, eh bien, il est en constante évolution. Et donc on va essayer de voir ensemble, on va voir ensemble ce qui est le facteur de ces évolutions, parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre comment nous se positionner en tant qu'artistes. Et puis la troisième chose, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément tout de suite à l'image, mais c'est simplement la notice sur l'image. Regardez, la grande vague Okusai NFT, la collection de British Museum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce que vous voyez là, ce n'est pas l'image de l'œuvre d'Okusai, c'est un NFT. Donc NFT, c'est titre de propriété d'œuvres qui peuvent être réelles ou virtuelles. Donc, il y a eu des conférences sur le sujet. C'est un NFT, donc c'est tout nouveau. Hein, et c'est produit par une institution ancestrale, le British Museum, qui est un site qui vend des NFT, le site La Collection. Et donc là, vous voyez qu'on est dans un bouleversement total, une grande vague. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment on en est arrivé à ce que le British Museum produise des NFT, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui font changer, évoluer le marché de l'art. Et donc, ce que je vous propose, c'est un panorama qui va nous permettre de regarder la situation actuelle, aujourd'hui, en 2022, d'analyser les facteurs de changement pour pouvoir, ensuite, en tant qu'artiste, faire ses choix, décider, comme disait Charlotte, soit de jouer avec les facteurs, soit de les contourner, en tout cas de se positionner, c'est-à-dire de pouvoir se positionner sur un marché pour valoriser son travail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché? On va revenir aux définitions les plus simples. Un marché, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Ça pourrait être la rencontre donc d'un tableau qui peut être vendu directement par l'artiste ou par un galeriste ou par un intermédiaire, et d'une personne qui souhaite acheter une œuvre, le tableau. Donc ça, c'est la définition la plus large du marché. Mais on voit bien que quand on dit marché de l'art, ça peut être très grand. L'art, c'est vieux comme l'histoire de l'humanité. Donc de quoi on parle? Eh bien, on parle des échanges qui ont eu lieu de vente de l'art contemporain, c'est-à-dire l'art des artistes. C'est un art produit après 1945, et nous, on va parler des artistes qui sont encore en activité, qui sont vivants. Et qu'est-ce qu'on peut déjà voir en France, puisque c'est le marché de l'art en France? Eh bien, que dans les années 50, il y a une histoire, 80% des échanges de l'art, hein, des échanges de vente, se faisaient à Paris. Et en 2016, on est à 3%. Vous voyez là, c'est pour ça qu'on pourrait parler du radeau de la Méduse. Et c'est pour ça qu'à juste titre, on pourrait dire, mais il n'y a pas de marché de l'art en France. Personne n'achète de l'art en France, finalement. Regardez les chiffres. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un changement. Hein, apparemment, les chiffres le disent. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement. Alors, si on regarde d'un peu plus près, pour ça, on pourra vous envoyer le rapport ArtPrice 2021, qui liste un petit peu, qui donne des chiffres sur le marché de l'art. Eh bien, c'est intéressant de voir aussi la répartition des ventes. On s'aperçoit que dans le marché de l'art, en fait, il y a plusieurs types d'œuvres, et que ces types d'œuvres rencontrent plus ou moins les acheteurs. Et on voit que dans le volume des œuvres vendues en art contemporain, donc après 1945,
il y a principalement des peintures. Vous voyez qu'il y a des NFT. Je vous renvoie à les conférences qui ont eu lieu précédemment. Des estampes, des dessins, des sculptures. Ça, c'est la part minoritaire. Donc, on voit qu'il y a principalement des peintures. Donc, ce sont plutôt les tableaux qui font le marché de l'art contemporain. Et si vous êtes, par exemple, si vous travaillez l'estampe ou le monotype, eh bien, c'est un secteur, un marché spécifique. Donc, vous voyez que quand on parle de marché, en fait, on pourrait même segmenter, dire que chaque artiste, finalement, pourrait avoir sa niche, sa spécificité. De même, si on regarde l'art contemporain dans les chiffres, eh bien Artprice, le rapport Artprice nous dit qu'en fait, aujourd'hui, l'art contemporain dans le marché de l'art, eh bien, prend de plus en plus de place. L'art contemporain d'artistes souvent vivants, eh bien, pèse à une part de marché, c'est-à-dire qu'il y a sur tous les échanges d'œuvres d'art d'artistes modernes, par exemple, comme des Monet, eh bien, on s'aperçoit que l'art contemporain commence à intéresser de plus en plus l'acheteurs. Oui, mais on sait tous, en tout cas c'est ce que dit Randelège, que 99% des statistiques ne racontent que 49% de l'histoire. Parce qu'en effet, quand vous voyez des sommes records vendues en art contemporain, je pense à un Jeff Koons ou un David Hockney, qui a été vendu, il y a eu un David Hockney qui a été vendu à plus de 100 millions d'euros, eh bien, on voit bien que ce sont des chiffres qui viennent des ventes aux enchères. Eh bien, ça ne concerne pas forcément directement tous les artistes et que le marché de l'art est plus compliqué. Et donc, quand on va essayer de définir le marché de l'art en France pour faire un état de lieu, on va pas forcément parler que des ventes aux enchères parce que ce n'est pas le moyen premier pour vendre des œuvres d'art contemporain. Donc, on est obligé, vous voyez, d'essayer de définir, et ça, c'est très compliqué, de définir ce qu'est le marché de l'art. Voilà ce que je disais, c'est après 45, donc on essaye de le définir. Et puis, ce dont on va parler, principalement ensemble ce soir, ce ne sont pas forcément des ventes aux enchères, c'est surtout une redéfinition du marché, c'est-à-dire qu'on va parler du premier marché. On va parler des œuvres vendues une fois, pour la première fois, d'artistes en activité. Donc, c'est l'ensemble des œuvres vendues pour la première fois par des artistes en activité. C'est ça dont on va parler. Vous voyez qu'en fait, c'est une toute petite portion du marché de l'art. Et quand on voit des chiffres excessifs, vous pourrez en retrouver, puisqu'il y a aussi le rapport ISCOX qu'on pourra vous envoyer sur la vente en ligne notamment, eh bien c'est intéressant de relativiser ces chiffres, de savoir dans quel contexte il faut les lire. Donc, on va parler de premier marché pour les œuvres vendues une première fois et de second marché pour les œuvres vendues une seconde fois. C'est-à-dire un collectionneur qui vous a acheté une œuvre décide de la garder 5 ans, 10 ans et de la revendre plus tard, plus cher. Et donc là, on va parler de second marché. Ce qui nous intéresse, ça va être le premier marché. Vous voyez, on commence un peu comme un zoom à essayer de voir de plus en plus précisément. Donc, on fait toujours attention quand on lit les chiffres pour comprendre l'histoire, puisque 99% des chiffres disent 49% de l'histoire, eh bien, ça nous permet de contextualiser. Donc, on va parler du premier marché. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin et on s'aperçoit tout de suite, si on fait une tentative de définition, si on essaye de saisir ce que pourrait être le marché de l'art des artistes vivant en activité en France, eh bien on s'aperçoit qu'il y a non pas un marché, puisqu'on voit déjà qu'avec tous les chiffres qu'on voyait préalablement, il y avait plein de manières de l'interpréter, mais il n'y a pas un marché, mais bien des marchés en fonction de votre pratique et en fonction de votre démarche, en fonction de votre trajectoire. Et ce marché dépend des types d'offres, donc en fonction de la pratique que vous avez, de votre démarche artistique, et des types de demandes par rapport à des gens, à des acheteurs. Ça, c'est la première caractéristique de votre marché. Ensuite, sur votre marché, si vous êtes par exemple dans les estampes, vous allez avoir des galeries, des intermédiaires, qu'on va appeler des acteurs identifiés, des salons, des foires, des résidences, qui vont structurer un peu le marché. Vous allez avoir des fois des institutions qui vont dire « Tiens, telle estampe, elle est intéressante. Tiens, telle galerie dit que telle estampe est intéressante, etc. etc. » Donc ça va aider aussi à structurer. Donc ça, c'est le deuxième critère, c'est qu'il y a des acteurs, comme des joueurs qui se retrouveraient pour jouer une partie de foot, et
où on va avoir le galeriste, le collectif d'artistes, le musée, etc., etc. Il y a des acteurs sur un marché. Et puis, il y a des volumes d'échange. On a vu que la peinture, par exemple, se vendait plus que les stands. On verra qu'il y a des évolutions, cependant. Donc, voilà un peu pour une première introduction de ce que pourrait être une tentative de définition d'un marché et plus spécifiquement de votre marché. Alors, cette définition, évidemment, une fois qu'on a identifié les acteurs, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des évolutions. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est-à-dire que l'état des lieux, c'est aussi de dire, eh bien, on va regarder un peu le passé et d'essayer de comprendre ce qui se passe actuellement. Parce que les marchés de l'art, votre marché de l'art, est souvent bouleversé par une même cause. Et cette cause, évidemment, c'est la digitalisation Internet. On va voir quelles sont les conséquences et comment ça a bouleversé le marché. Et on va voir aussi comment nous, finalement, ça peut aussi être une opportunité pour valoriser son travail. Alors que avant Internet, c'était plus compliqué. On va voir ça plus en détail. Donc on va essayer d'avoir une approche aussi des causes. Évidemment, Internet, ça va être la première cause. Et pour ça, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est une étude de cas sur la figure ou le rôle ou la fonction du galeriste. Et comment la galerie, donc ça c'était un acteur clé du marché de l'art avant Internet, eh bien la figure du galeriste a complètement changé. Et aujourd'hui, on ne sait plus forcément qui est galeriste et qui ne l'est pas. Et on va voir comment ça s'est restructuré après Internet. Alors, de quoi on parle quand on parle en galeriste? Je prends un exemple simple, je prends l'exemple type, le stéréotype du galeriste, Léo Castelli. Et Léo Castelli, ses dates sont intéressantes. Donc Léo Castelli émigre après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, devient un des grands galeristes qui va faire la promotion du pop art américain, et il meurt en 99, date de l'ADSL, de l'Internet haut débit. Et avec lui, il y a un monde qui disparaît d'une certaine manière, c'est très symbolique, et il meurt à la date où l'Internet haut débit arrive et commence à bouleverser une partie du marché de l'art. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on va avoir cette figure qui va être une figure de référence, et beaucoup de galeristes peuvent se réclamer encore aujourd'hui des pratiques de Castelli. Alors qu'est-ce qu'il faisait Castelli? C'est qu'il collectionnait, c'était un marchand, il payait des artistes pour travailler, il se positionnait plutôt du côté vendeur, donc il essayait de comprendre aussi ce que désiraient les acheteurs, les amateurs d'art, et il avait compris qu'il fallait participer à plusieurs foires, qu'il c'était intéressant d'avoir des critiques du marché qui allait dire que tel artiste était intéressant. Il y avait une production d'informations importante, et le galeriste, c'était celui qui disait ce qu'il fallait acheter. Il avait une sorte de monopole comme ça, et ça a tenu vraiment, on va dire, toute la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis après, ça a complètement changé. On va parler d'une structuration qui va évoluer. Hein? Alors en France aujourd'hui, les galeristes, qu'est-ce que c'est? Hein, les galeristes sont toujours les galeristes traditionnels, un peu qui fonctionnent à la Castelli, qui sont de plus en plus rares, ils existent encore. Alors les galeries déclarées, ça c'est la taille du marché pour les chiffres, la plupart sont à Paris, mais en réalité on s'aperçoit qu'elles n'ont pas de salariés ou très peu. Souvent c'est une économie précaire, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément très facile pour les galeristes aujourd'hui. On voit aussi que le modèle traditionnel, je parle du modèle traditionnel, puis on va voir comment il évolue. Après, le modèle traditionnel, c'est qu'un galeriste aujourd'hui a 20 artistes, il va participer à des foires, et ces foires vont un peu créer du prestige, vont apporter du prestige à l'artiste. Il est locataire de ses murs, et il participe avec son artiste à des appels à projets. Il peut réaliser du 1%, faire des demandes pour qu'un musée achète les œuvres de son artiste. En résumé, il œuvre à la diffusion de quelques artistes qu'il a choisis. Ça, c'est le modèle traditionnel. C'est un modèle qui existe encore. Hein. Vous pouvez voir, par exemple, le modèle en France, où vous allez avoir des foires plutôt hors de Paris, qui vont attirer des galeristes de toute la France, quelquefois même de l'étranger. C'est le cas de Lille Art Up. Et donc, vous pouvez, en allant sur le site, regarder, il y a plusieurs galeries qui ont un travail de terrain, comme
Add-on Galerie ou la galerie Asonga ou Art Évasion Galerie. Ça, c'est un modèle, on va dire, classique. Il y en a beaucoup et on s'aperçoit que ces galeries traditionnelles existent encore. Même si, on va le voir, ça a beaucoup changé, eh bien, ces pratiques-là sont toujours d'actualité. Par exemple, à Lima, la galerie Philippe de Corde à Strasbourg, Bertrand Assoun à Besançon, le cabinet d'Ulysse à Marseille, eh bien, il y a l'idée que le galeriste va encore faire des recommandations à certains acheteurs. Et donc, ça, c'est le modèle traditionnel. On va pouvoir présenter son travail avec un portfolio, peut-être quelquefois même remplir des demandes de candidature. On peut aller directement, quelquefois, ça peut arriver, c'est vraiment pas la majorité des cas, mais déposer un portfolio imprimé, etc., etc. Donc ça, c'est la règle traditionnelle. Alors, les premières analyses, c'est que ça va participer à la renommée de l'artiste. Donc, on voit la structuration des acteurs du marché. Ce que je disais, hein, il y a des acteurs sur un marché. Ça peut faire la valeur. Mais la culture web, le fait de se connecter de plus en plus, et puis avec le Covid, on sait que ça s'est beaucoup accéléré, cette culture web, eh bien change les usages. Ça va changer les usages à la fois des galeristes et aussi des acheteurs. Et on va voir un peu quelles nouvelles formes de vente, quels nouveaux acteurs sur le marché sont apparus avec Internet. Les usages, qu'est-ce que c'est? Ce sont des règles non écrites, suivies par les habitants d'une certaine région, par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leur rapport. C'est-à-dire que c'est des manières de faire. Et ces manières de faire, Internet, on va même parler de culture web, a fortement influencé les manières de faire. Alors, on va regarder, puisqu'aujourd'hui les galeries physiques vendent en ligne, les galeries reconnues vont vendre en ligne. C'est le cas de Laure Rouenet, la galerie Philippe de Corde dont je parlais, mais aussi d'espaces qui ne sont pas à proprement parler uniquement des galeries. Je pense à la galerie Nano, qui est aussi liée à un collectif d'artistes, une agence de communication qui va exposer. Donc la galerie physique devient aussi un espace de vente en ligne. Ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution, c'est qu'on a maintenant des galeries qui n'ont même plus d'espace physique. Mécène, qui a été créé par une artiste et qui permet de vendre en ligne, artistique qui n'existe qu'en ligne et qui va participer, quelquefois, comme mécène, à des salons ou des foires. On voit un peu comme une galerie traditionnelle pourrait le faire, ou va même juste organiser des expositions éphémères. C'est le cas de Mécène, qui va exposer dans des immeubles inhabités, par exemple. On a le cas aussi à Londres avec la Black Box Project. Alors, Internet, en fait, va agir comme un effet de dérégulation. Et on va voir des conséquences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous créez un site web, et on voit l'émergence de plein de plateformes de vente. Comment on peut s'y repérer? Alors, ça va être une des questions qu'on va aborder. Est-ce que tout le monde peut vendre de l'art facilement aujourd'hui? C'est très facile de se connecter et de vendre des œuvres très spécifiques. Par exemple, vous pouvez trouver des sites qui vont vendre que des estampes à un certain prix, par exemple. Donc, on va parler de marché niche, ce qui était peut-être moins le cas avant la DSL, si je reprends cette date. On voit qu'il y a une multiplication des acteurs du marché et qu'aujourd'hui, les frontières sont brouillées. Le galeriste n'est plus uniquement celui qui vend des œuvres d'art, puisqu'on voit qu'il y a des médias, je pense à Artistique Réseau, qui peuvent vendre des œuvres d'art. On s'aperçoit qu'il y a aussi des librairies qui vendent des œuvres d'art, etc., etc. On voit aussi qu'on peut vendre en direct quand on est artiste via Instagram. Et donc, Internet crée une sorte de dérégulation où tous les acteurs font tous plus ou moins la même chose. Donc ça peut perturber puisqu'on a une perte de repères. C'est aussi une opportunité parce qu'on peut se contacter plus facilement. Alors, je prendrai d'autres exemples, puisque Internet fait maintenant qu'il y a des galeries sans espace ou des galeries nomades, c'est ce que je disais préalablement, qui peuvent être soit organisées par les artistes, et donc ça, c'est un bon moyen aussi de commencer, c'est de se rapprocher de galeries sans espace, des galeries nomades, où on va avoir une pratique de sélection et on va pouvoir exposer plus facilement. Je pense à Artrip, qui est créé par des artistes, mais vous avez aussi des choses très spécifiques comme Superposition, qui est reliée à l'art urbain, et vous avez aussi des galeristes qui ont commencé
en galerie nomade, on va parler de galerie nomade, mais qui sont ensuite pris une galerie physique. Je pense à la galeriste Céline Moine, qui est maintenant, qui a une galerie à Lyon. Nathalie Béraud aussi, c'est une galerie sans espace. Donc vous voyez que ça, c'est une évolution qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc ça, ce sont des mutations. La première mutation, c'est qu'on va avoir une explosion des acteurs du marché. On va voir après les conséquences et comment on peut peut-être nous se positionner en tant qu'artiste. Alors, les conséquences, justement, pour parler du champ de cratères, hein, quelles sont les météorites qui sont tombées sur le marché après cette évolution et même après le Covid, eh bien, elles sont les suivantes. C'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Amazon. On va avoir une concentration des acteurs de vente, des plateformes notamment, au niveau mondial. L'effet Amazon, c'est qu'Amazon vous vend tout. Et bien là, on s'aperçoit qu'il va émerger dans quelques années, et c'est déjà en train d'être fait, puisqu'il y a des fusions entre différentes plateformes, un ou deux acteurs importants qui vont vendre toutes les œuvres d'art. Sculpture, peinture, estampes, photographie. C'est le cas d'Artsy par exemple, c'est le cas d'Artsper, c'est le cas de Singulart. Ce sont des plateformes, on va dire, généralistes, dont le but est d'avoir un monopole mondial. Donc, ça, c'est je veux être comme Amazon. Et puis, à l'inverse, c'est presque une réponse à cette concentration. Vous allez avoir une multitude de petites galeries en ligne ou de petits sites de vente en ligne qui vont avoir des sélections, qui peuvent sélectionner les artistes et faire un travail de terrain. Je pense à la Hawk Galerie, qui va se spécialiser, qui est une galerie en France, c'est une galerie française, mais qui va quand même être de langue anglaise, vous voyez le positionnement, et qui va se spécialiser sur des estampes. Donc, quelques reproductions numérotées. Donc là, ça va être très, très spécifique. Vous voyez. Et donc, on a une sorte, comme ça, on a un double mouvement, un effet de concentration au niveau mondial et une multiplication des petits acteurs locaux. Ça, c'est une première conséquence. Et à chaque conséquence, on verra, eh bien, il y a une approche en tant qu'artiste qui peut être intéressante. Donc ça, c'est un premier mouvement dans le marché de l'art. Le deuxième, alors, pourquoi ? J'ai eu un problème de connexion. Voilà. La deuxième conséquence, c'est que, eh bien, il y a une internationalisation. On ne parle pas uniquement, quand on parle du marché de l'art en France, en fait, c'est très difficile de dire en France. Puisque aujourd'hui, beaucoup d'œuvres se vendent en ligne, en tout cas, on découvre les œuvres en ligne et puis après, on peut aller les voir en vrai, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est permis par les ventes en ligne. Et de même, on s'aperçoit que quand on est un artiste français, eh bien, on peut se retrouver exposé en même temps sur des grosses plateformes d'artistes internationaux qui ne sont pas français. Regardez par exemple ce que dit Robert Reed, le directeur de clientèle Discogs, qui parle du marché de l'art en ligne de 2018. Les chiffres de 2022 accentuent encore le mouvement qui avait été initié avant le Covid, et bien que 70% des galeries ont vendu des œuvres en ligne à des clients internationaux. Ça, c'est vraiment quelque chose, on va avoir une sorte d'abolition des frontières ou de porosité des frontières du marché, et donc ça va aussi changer notre approche. On est passé de 54% à 70%. Donc ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième, c'est qu'on s'aperçoit aussi que puisqu'il est plus facile de vendre de l'art, on va avoir plein d'initiatives faites par des gens qui ne sont pas galeristes pour vendre des œuvres d'art. Ce qu'on va appeler l'hybridation. Ça, c'est la troisième conséquence, c'est qu'il y a, comme on multiplie les acteurs, que ça devient de plus en plus spécifique, on avait vu ça, qu'il y a plein de petites galeries qui ne vont vendre qu'un seul type d'œuvre d'art, eh bien, on voit aussi que des personnes comme des boulangers, je pense au BAG, la Bakery Art Gallery, eh bien, vont vendre du pain et des œuvres d'art. Donc, c'est une manière de se distinguer. Donc, ça, c'est un exemple. On a aussi le Drawing Hotel, où vous pouvez acheter des œuvres d'art dans l'hôtel, ou même des agents immobiliers comme Archic,
qui vont proposer des œuvres d'art avec les immeubles qu'ils vendent. Je pense aussi à des librairies qui peuvent se transformer en galeries ou des galeries qui peuvent se transformer en librairies. Donc vendre de l'art va devenir, dans le marché de l'art, une manière de donner un caractère unique à son activité. Regardez l'hôtel, regardez la boulangerie, et bien ça va aussi participer, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc ça peut aussi permettre des opportunités pour les artistes de sortir des réseaux traditionnels, puisque l'art, eh bien, n'est plus le monopole de la galerie, la vente d'œuvres d'art. Et on voit aussi, un peu dans le même mouvement finalement, qu'il y a une porosité entre l'art et l'artisanat d'art. Ça a été, on le voit de plus en plus, puisque on demande, dans un monde standardisé parce qu'on va tous acheter des objets chez Ikea, eh bien, il y a un besoin d'unique, et l'œuvre d'art, c'est l'unicité par excellence, c'est l'expression même de l'âme de l'artiste, et ça va permettre à des gens d'avoir des choses uniques, et on voit que l'artisanat d'art et l'art vont en ce moment se retrouver côte à côte dans des espaces de vente, soit dans des appartements-galeries, donc ce sont comme Eosia. Vous avez cette tendance-là aujourd'hui où on va mélanger les styles. Amélie Maison d'Art, Private Chose de Nadia Cholet, Southway Studio à Marseille, Eosia. Et donc ça, c'est toute une dynamique qui existe et qui est la conséquence peut-être, une réponse peut-être à l'idée que tout ne doit pas être standardisé. On voit aussi Hawk, où on va avoir du mobilier d'artistes et des œuvres d'art. Donc le mobilier d'artistes, vous voyez que on joue sur le lien, la confusion entre designer et artiste. Donc ça, c'est la Hawk, ou Muséo, qui va même faire des commandes. Muséo, qui est une agence de décoration, qui va faire des commandes d'œuvres d'art pour décorer des hôtels ou des restaurants. Et ce que disait Marion Lyonnais, qui est art consultante à Muséo, vous pouvez retrouver son profil sur LinkedIn, eh bien, elle disait que maintenant, on va chercher des signatures. C'est-à-dire, justement, un artiste qui a une vision, et c'est ce qu'on va venir, une histoire, et une démarche artistique, et c'est ce qu'on va venir rechercher. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi une tendance qu'on a dans l'art contemporain, et à voir en ce moment, peut-être que vous l'avez remarqué, de plus en plus de cours de céramique se développent, et la céramique devient à la mode. On voit une céramique à la mode, et on s'aperçoit que la céramique rentre dans l'art contemporain. Elle venait de l'artisanat d'art, et elle rentre dans l'art contemporain. La galerie italienne, par exemple, est un bon exemple de céramique qui rentre dans l'art contemporain, enfin, d'un acteur de choix-là. Alors voilà, comment on peut, à partir de ces analyses, à partir de ces conséquences, puisqu'on voit qu'Internet a dérégulé, si je résume, Internet dérégule un marché traditionnel, si je prends l'exemple des galeristes, et on voit à quel point ça s'est dérégulé, on s'aperçoit que ça a permis à plein de personnes de commencer à faire la promotion de l'art. On voit aussi que la vente en ligne a décollé, avec plein d'acteurs. Nous, artistes, comment on s'y retrouve et comment on peut faire ses choix, justement, une fois qu'on a analysé les causes et les conséquences du changement. Ça peut être intéressant de candidater à des grandes plateformes comme Artsy, Artsper, Singular, ou d'autres. Il y en a des Saatchi, par exemple. Pourquoi? Non pas parce que ça va vous permettre de vendre, mais parce que vous allez être référencé. On va avoir un référencement mondial. Donc, c'est comme si on commençait à occuper le terrain. Alors, encore une fois, les retours qu'on peut faire sur ces analyses, les conseils auxquels on pourrait réfléchir, sont vraiment juste des pistes de réflexion. Il n'y a rien, évidemment, il n'y a pas un caractère d'injonction à ça. Mais on pourrait penser dans ce cas-là que ça peut être intéressant, peut-être, de se référencer sur des plateformes mondiales. De même, on va pouvoir jouer entre la plateforme qui ne va pas forcément vous vendre, mais qui vous permet d'être référencé sur Internet parce que vous êtes sur Artsy ou Artsper, donc ces grandes plateformes, ou Singular par exemple, et qui vous permet donc d'être visible, mais pas forcément de vendre, puisque vous allez être noyé dans la masse. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez aussi
mélanger la présence sur des toutes petites galeries en ligne très spécifiques et la présence sur des grandes plateformes. On garde en tête aussi qu'il n'y a pas un acteur, un intermédiaire, un galeriste qui pourra vous vendre toutes vos œuvres. Vous allez devoir multiplier les intermédiaires ou les actions avec des gens qui quelquefois ne sont pas galeristes pour pouvoir valoriser votre travail. Donc ça peut aussi être intéressant de segmenter votre corpus, c'est-à-dire tout votre travail, pour les mettre sur différentes galeries, physiques et en ligne, traditionnelles comme on a vu souvent hors de Paris, ou plutôt originales, ou même très spécifiques, si c'est comme Artistix par exemple, si c'est uniquement en ligne. Donc vous voyez, on va segmenter pour se placer. On peut se poser la question si ça vaut le coup d'avoir des textes ou une présentation en anglais, puisqu'on s'aperçoit que le marché ne se fait plus qu'en France. Ce n'est pas uniquement en France que ça se fait. Et donc, on peut se poser la question en se disant, est-ce que je ne vais pas, par exemple, aller sur des galeries anglaises? Je pense à une galerie comme Blur Art, qui est une petite galerie en ligne, mais qui va avoir un travail très léché. On voit aussi que ça peut être intéressant de diversifier les lieux dans lesquels on expose, de ne pas avoir peur en fait d'essayer de nouvelles choses. Pourquoi pas exposer dans une boulangerie, par exemple, si ça peut être la bagalerie, mais on avait vu aussi qu'il y avait l'idée des artistes run space, par exemple. Donc l'enjeu, c'est toujours de trouver une niche et de jouer entre des choses généralistes et des choses spécifiques, des intermédiaires ou des expositions où il va y avoir beaucoup d'artistes et des choses beaucoup plus confidentielles. Et c'est ce qu'on voit, apparaître en réalité. C'est un peu ce que les usages d'Internet ont fait sur nous. Et les usages d'Internet ne sont pas, si on développe la logique et si on essaye de voir, si on fait un état des lieux du marché, il ne faut pas uniquement parler des personnes qui vendent les œuvres d'art, qui font la promotion des artistes, il faudrait aussi parler des changements qu'il y a auprès des acheteurs. Puisque c'est ça la deuxième composante du marché. Il y a une offre, celle peut-être des galeristes qui ne sont plus vraiment des galeristes, comme on l'a vu, puisque le métier a énormément changé, et celle de la demande, c'est-à-dire qui achète des œuvres d'art et comment il les achète. Et ça a aussi beaucoup évolué, puisque on s'aperçoit que si le galeriste, à l'époque, à la manière d'un libraire, pouvait conseiller telle ou telle œuvre à quelqu'un qui souhaitait découvrir l'art, on s'aperçoit aussi que les modes de choix des œuvres d'art qu'on achète ont complètement changé et que le galeriste n'a plus un rôle aussi important de conseil qu'il a pu avoir comme il l'avait à l'époque de Léo Castelli. Alors, après l'offre, vient la demande et à l'image de ce paysage inachevé de Barbosa, en textile art, on va essayer de compléter donc notre panorama en analysant un peu ce que pourraient être les nouveaux collectionneurs, les nouveaux acheteurs du métier de l'art. Alors, du marché de l'art. Alors, la première chose, c'est que pour comprendre ça, on est allé regarder le rapport Artsy 2021. Donc, Artsy, c'est cette plateforme qui fait aussi un peu comme Artprice, un peu comme Iscox, qui fait un rapport et qui dit la phrase suivante: chaque collectionneur est un collectionneur connecté. Mais vous me direz, connecté à quoi? Et je vous répondrai, connecté à Internet, évidemment, connecté à un écran, même, je dirais, avant d'être connecté à Internet, je dirais même rivé à un smartphone. Je dirais même plus loin, ce n'est pas uniquement l'ordinateur, c'est un smartphone. Ça va énormément changer la manière dont on va découvrir l'œuvre ou dont on va voir faire l'expérience de l'œuvre, puisqu'on va s'apercevoir que la manière dont les gens, pas uniquement les collectionneurs, mais même les personnes qui s'intéressent aux arts, qui sont sensibles à l'art, eh bien, découvrent l'œuvre et ça change évidemment les goûts. Donc chaque collectionneur est un collectionneur connecté. Alors, on va parler des personnes entre 18 et 35 ans. Ça représente 20% des collectionneurs et on va essayer de comprendre quelles sont leurs motivations. Eh bien, aujourd'hui, collectionner, quand on achète l'œuvre, une œuvre physique, je ne parle pas des NFT,
eh bien, c'est d'abord pour décorer, aider l'artiste, c'est ce qui ressort aussi, c'est ce qui va motiver 90% des achats. Donc ça, quand c'est pas du NFT, hein, j'insiste, quand c'est des œuvres d'art comme une estampe, un monotype, une peinture, une sculpture, eh bien, c'est d'abord pour découvrir l'artiste, décorer et soutenir un artiste. Il y a aussi cette idée-là. C'est ce qui revient souvent. Alors, ces nouveaux usages qui sont apparus, qui viennent d'Internet, eh bien, c'est que la découverte, l'expérience des œuvres, la veille, on va parler de veille, se fait exclusivement via Instagram, les plateformes comme Artsy, Artsper, Singular, Saatchi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ça peut être intéressant juste d'être présent. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez vendre, mais ça fait du référencement. Et les sites web des galeries. Les recherches se font par smartphone, donc ça se fait sur des petits écrans. Donc, vous voyez, ça aussi, la couleur, la perception des couleurs est différente. Et ce qu'on voit aussi chez ces nouveaux collectionneurs qui arrivent sur le marché de l'art, ces personnes qui s'intéressent à ça, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre des pratiques dites traditionnelles, je pense à la peinture à l'huile, ou des pratiques nouvelles comme l'art numérique, par exemple, ou le fait de projeter de la lumière, par exemple. Ça, ce sont des choses nouvelles. Et on ne fait pas de hiérarchie. Alors, ces usages entraînent des attentes différentes. On s'aperçoit que sur le marché, et ça c'est encore le rapport Hiscox qui le dit, eh bien, les acheteurs, ces nouveaux acheteurs, aiment se faire leur propre avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le galeriste, c'est plus un conseiller de vente, c'est qu'il va d'abord, l'acheteur va comparer lui-même toutes les œuvres. Hein, il ne va pas passer par un intermédiaire conseil. Donc ça veut dire que tout ce que vous publiez sur le web va être regardé si quelqu'un souhaite acheter votre œuvre, en fait. Et même quelqu'un qui viendrait à votre exposition va tout de suite regarder votre présence en ligne. Et ça, c'est vraiment un usage qui a changé et qui se renforce et qui s'est beaucoup renforcé avec le Covid, notamment. Ce qui est privilégié aussi, c'est d'avoir un contact direct avec l'artiste et de le suivre facilement. On s'aperçoit que les personnes entre 18 et 35 ans aiment suivre l'artiste sur Instagram, par exemple, échanger avec lui envoyer, pourquoi pas, un mail, être sur LinkedIn. Bref, avoir un contact, un échange, parce que les personnes qui achètent une œuvre d'art et qui la mettent chez elles, eh bien, en fait, vivent avec l'artiste d'une certaine manière et sont toujours curieux de savoir où est-ce qu'il va exposer, de participer à cette aventure. De même, on voit aussi quelque chose qui a changé dans le marché d'art, une pratique qui était très courante et qui tend à l'être beaucoup moins. C'est le fait de ne pas montrer ses prix. On voit beaucoup de galeries, à la manière de certaines boutiques de vêtements où les prix ne sont pas affichés, eh bien, on voit que ces pratiques-là tendent à évoluer et qu'on apprécie de plus en plus avoir des prix transparents. C'est-à-dire que les personnes sur Internet, comme sur Internet, le frein à l'achat, c'est la confiance, parce qu'on a toujours peur d'être soit déçu de l'œuvre qu'on achète sans la voir, enfin sans la voir en vrai, soit d'avoir de mauvaises surprises, eh bien, on a besoin d'être rassuré. Et le prix transparent, un prix transparent, c'est un prix affiché, eh bien, ça peut rassurer. Et ça, on s'aperçoit que ça va même influencer les pratiques dans la vie réelle. Et donc, les attentes de ces nouveaux collectionneurs, c'est de pouvoir savoir quels sont les prix. Ce qui, auparavant, n'était pas aussi évident. Donc, plus de transparence, c'est ce qui est attendu de la part des acheteurs, des nouveaux acheteurs du marché. Et je prendrai un exemple un exemple de nouvelle collectionneuse, Odyssée Marsan, qui a un profil Instagram et qui dit clairement qu'elle est une jeune collectionneuse, puisque vous voyez qu'elle utilise un hashtag. Elle est française et son Instagram est en anglais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix pour vous avoir un Instagram en anglais, mais ça dit aussi quelque chose. Elle suit par exemple l'atelier Nano, dont je parlais tout à l'heure, et on voit déjà qu'elle va participer quand même à des salons. Donc, l'acheteur, ce n'est pas quelqu'un qui fait juste que regarder des choses sur Instagram, c'est qu'il va aller à la fois sur Instagram, il va découvrir des artistes et puis il va se renseigner et puis il va se déplacer. Je pense par exemple à Art Capital ou à la Paris Art Fair. Il va y avoir encore sur des salons. Alors on va essayer de découvrir le parcours d'achat d'Odyssée Marsan qui achète une œuvre d'art aux alentours
de 2 000 €. Elle a acheté déjà une œuvre à 5 000 €, donc comme c'est assez rare à son âge. Elle a 25 ans. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent, les prix moyens sur le marché, si on reprend les chiffres annoncés, eh bien, Singular va nous parler de 2 000 € de panier moyen, Artsper va parler de 1 500 €, et certaines personnes, les galeries, sont plutôt réalistes en disant que c'est aux alentours de 800, entre 800 et 1 000 €. Ça, c'est le prix moyen du panier. Globalement, c'est autour de ces tarifs-là. Donc là, on parle d'une collectionneuse qui économise pour acheter des œuvres un peu plus chères et qui a l'habitude d'acheter. Au-dessus de 1 000 €, c'est souvent des gens qui ont l'habitude d'acheter de l'art sur le marché de l'art. Ça n'a pas beaucoup évolué. Les paniers moyens n'ont pas beaucoup évolué. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Odyssée, elle rentre dans on va parler de cycles de vente. Donc, traditionnellement, maintenant, on s'aperçoit que sur Internet, imaginons que Odyssée découvre un artiste qu'elle aime bien, elle va d'abord regarder un peu tout ce qui se fait. Et puis, souvent, c'est ce que dit Vera Kempf, la fondatrice de Singular, eh bien, souvent, le parcours d'achat, c'est-à-dire le temps qu'il y a entre la découverte de l'œuvre et l'achat de l'œuvre, c'est 6 mois. Ça, c'est un temps moyen, bien sûr. Des fois, ça peut être 2 ans, et puis des fois, ça peut être immédiat. Alors, elle va faire de la veille sur Instagram, et on voit là qu'elle est, par exemple, liée à des lieux qui sont des lieux gérés par des artistes, Pauline Perplex, qui est un collectif. Elle va suivre des artistes qui peuvent faire des NFT, comme des artistes qui font de la céramique. Si Tad fait du NFT, Marjol in Burbank fait plutôt de la céramique. Vous voyez qu'il y a un mélange des genres, on retrouve ce que disait le rapport Artsy. Elle va valider son coup de cœur une fois qu'elle est, alors elle va regarder l'historique. Elle peut aller soit sur des sites comme Artprice pour voir si l'artiste est coté, mais elle peut aussi tout simplement regarder l'artiste dans la galerie, et puis elle peut quelquefois contacter directement l'artiste. Elle va voir les prix, elle va comparer les prix, donc ça se fait énormément, ça se fait beaucoup, c'est vraiment une pratique nouvelle. On compare entre le prix de la plateforme, le prix de l'atelier, si jamais il y a des prix sur le site internet de l'artiste, etc., etc. Donc ça va aussi énormément changer. Et l'achat, après il y a l'étape de l'achat. Alors souvent, il y a quand même la volonté de découvrir l'œuvre en vrai avant de l'acheter. C'est uniquement, je dirais, dans 30% des cas, on ne va pas aller voir l'œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est? On voit apparaître aussi des initiatives comme Voart, qui est une galerie qui propose, plutôt que d'avoir un espace, de créer des rencontres entre des artistes et des amateurs. Donc là, l'amateur peut découvrir dans l'atelier de l'artiste l'œuvre qu'il a vue en ligne et faire la vente. Donc voilà, ça il y a des pratiques qui s'adaptent justement à ces nouveaux collectionneurs qui souhaitent avoir un lien proche avec l'artiste. Donc l'achat, en fait, même si on s'aperçoit qu'Internet a une place très importante et que ça bouleverse, on l'a vu, tous les acteurs, eh bien en réalité, je dirais que c'est uniquement dans 30% des cas où les gens achètent l'œuvre sans la voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours afficher ses prix. Enfin, en tout cas, ça peut être intéressant d'afficher régulièrement ses prix. Ça peut être intéressant de créer de la proximité en tant qu'artiste avec des acheteurs. Donc, on peut parler de contenu, story, faire des vidéos, écrire des articles sur son travail, par exemple. C'est ce que fait très bien Olivier Masconteil. On peut aussi essayer de nouvelles choses, puisque un amateur d'art va à la fois aller au British Museum, on l'avait vu, c'est le cas d'Odyssée, qui va être sociétaire des Amis de Guillemets, et puis en même temps aller dans des collectifs d'artistes, dans des lieux improbables. Donc ça peut être intéressant en tant qu'artiste aussi d'oser essayer des choses auxquelles on ne s'attendrait pas. Peut-être vous pouvez essayer 20% des cas, 20% des expositions peuvent être consacrées à des choses nouvelles ou des lieux improbables. Ça peut aussi être intéressant. Et puis, on peut aussi le considérer que on peut se mettre sur certaines plateformes, alors pas forcément tout le temps, mais on voit que ça peut être un enseignement quand on analyse l'évolution en fait du comportement des collectionneurs.
On voit aussi apparaître quelque chose, et là c'est un peu une évolution qui est vraiment toute récente et qui date vraiment de 2021 en réalité. C'est une logique de financiarisation qui a toujours existé. On a toujours vu, sur le marché de l'art, notamment aux enchères, des ventes records, où des galeries très importantes se rachètent des artistes des œuvres les unes les autres pour faire monter la cote d'un artiste. C'est ce qu'on appelle une logique de financiarisation. Mais en réalité, cette logique a un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu une crise en 2008, et on voit apparaître un nouveau phénomène, et évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler du NFT. Je n'en parlerai pas d'un point de vue technique, mais plutôt de ce que ça dit sur l'évolution du marché de l'art. Eh bien, le NFT, si vous voyez ce que c'est, vous pouvez aller sur OpenSea ou sur d'autres plateformes et vous verrez que le NFT fonctionne comme une vente aux enchères virtuelle. Le NFT, c'est ce titre de propriété d'une œuvre numérique qui utilise la blockchain et qui peut être un titre de propriété d'une œuvre réelle, enfin physique ou numérique. Eh bien, c'est la démocratisation finalement de la financiarisation de l'art. Là où l'art était une valeur financière, avec des ventes aux enchères records, on voit que c'est une manière de placer de l'argent. Eh bien, on s'aperçoit qu'avec Internet, tout le monde peut devenir un spéculateur, et le NFT, c'est aussi ça. Ça permet souvent de spéculer. C'est une des raisons premières de l'achat, et c'est ce que dit d'ailleurs Pablo Rodriguez Frey, le cofondateur du Muséum Crypto Art, qui explique qu'il a acheté l'œuvre à 66 millions d'euros, le NFT de Beeple, parce qu'il voulait montrer que la blockchain, l'art digital et le NFT avaient de l'avenir. Et donc, c'était une manière de spéculer. C'est un mécanisme qu'on va voir et qui commence à se démocratiser en réalité avec Internet. Alors, il ne faut pas perdre de vue que le plus important, c'est peut-être d'être à l'écoute du désir. Être à l'écoute du désir, c'est aussi rencontrer le désir de l'autre et peut-être, en tant qu'artiste, quand on a une démarche, un positionnement, c'est intéressant de ne pas tout faire, d'avoir des repères et d'essayer de rencontrer, de faire une bonne rencontre. C'est peut-être ça le plus important. Et c'est ce que dit Pierre Naquin, qui cite le travail de Thibaut Bissirier, qui travaille sur les nouveaux collectionneurs, qui a écrit une thèse sur le sujet, et qui dit qu'en fait, ce que dit Thibaut Bissirier, c'est que la personne qui veut rencontrer un artiste, les nouveaux collectionneurs, en fait, souhaite rencontrer, ou le collectionneur même, on pourrait parler de collectionneur. Et le futur, c'est plutôt qu'on va voir que l'acheteur va participer peut-être plus activement à la trajectoire de l'artiste, au désir de l'artiste. Et c'est ce qu'il dit quand il dit que le souhait est de participer plus activement à l'écosystème en produisant des œuvres, des projets artistiques ou des catalogues, en montant des lieux de présentation ou de création. Et c'est ce qu'on voit apparaître puisqu'on va avoir aussi, avec Internet, la volonté de reprendre possession, je dirais, ou réinvestir le rapport entre l'artiste et la personne tout simplement qui l'achète, et on voit se créer, comme Culture Foundry, des collectifs d'artistes, de curateurs pardon, et de collectionneurs qui vont exposer directement les artistes sans passer par des galeristes. Et c'est sur ces mots que je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Et maintenant, je suis disponible pour les questions. Pars pas tout de suite, hein, il y a encore des questions, même s'il n'y en a pas beaucoup. Pas énormément de questions. Après, il faut dire que tes propos étaient très clairs et voilà, c'était avec un vocabulaire aussi accessible à tous. C'est vrai que voilà, sur des questions NFT, peut-être un peu plus, mais c'est pas un sujet qu'on développe ce soir. Toujours la question qui revient perpétuellement, l'utilité d'avoir son site internet, son Instagram. Et là, ce soir, tu abordais la thématique un peu différemment puisque tu disais qu'être présent sur des sites de vente comme des grosses plateformes, ça ajoute du référencement. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas développé dans des précédents webinaires, même si on parle régulièrement de ces plateformes pour mettre en avant
les avantages et les inconvénients. Mm. Là, ce soir, tu as abordé ça sous l'œil du référencement et de la prise de contact. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'avait pas encore parlé. Ah, en fait, Euh, ouais, oui, tu as complètement raison. En fait, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais c'est en travaillant un peu sur le sujet, en se mettant du côté de l'acheteur, en fait. D'accord. C'est aussi lui qui fait le marché de l'art. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour acheter, il n'y a pas de marché. Mhm. Donc la réflexion, c'est de se dire, on va se mettre du côté de l'acheteur, on va voir comment il achète, comment il fait. Et c'est l'exemple que je prends d'Odyssée, mais qui en fait, c'est un exemple concret d'études plus quantitatives qui ont été menées, notamment par Artsy, la plateforme, et qui dit qu'en fait, l'acheteur va avoir plusieurs manières de découvrir les œuvres, et c'est souvent sur Instagram. Puis après, il va aller sur le site de l'artiste, et puis il va regarder s'il n'est pas sur Artsy, s'il n'y a pas eu des ventes qui ont déjà été faites, est-ce qu'il a une cote ou pas. Alors, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de code, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Oui, surtout que, bon, une cote, en vrai, Exactement, on est d'accord. c'est Donc, un... voilà. attention, Mais, attention. mais c'est le fait d'être présent C'est et ça, c'est qu'en fait, le fait que ça ait plu à quelqu'un d'autre c'est attire ça, l'œil, attire la exactement, curiosité et exactement. rassure. C'est C'est un ça. peu le coup de la vignette rouge lors d'une expo. J'en ai vendu une, donc si Voilà. quelqu'un m'a voulu, peut-être que d'autres voudront de moi. Parce que D'accord. vous voyez, c'est un peu ce qu'on disait avec l'effet Internet, c'est-à-dire que l'effet de dérégulation, ce dont on a parlé, c'est que le galeriste, il n'est plus là pour conseiller uniquement. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire c'est ça qu'il faut acheter. Il ne va pas forcément rassurer sur la valeur, vous voyez. Et donc, avec Internet, comme on voit plein d'œuvres d'art, eh bien, l'acheteur, il va essayer de se rassurer autrement. Il va lui-même regarder, il va se faire sa propre idée. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez acheter une voiture ou un lave-linge, alors je prends vraiment un exemple loin de l'art, mais je fais exprès. Vous n'allez pas forcément directement demander conseil chez Darty. Vous allez regarder sur Internet des forums d'utilisateurs. Vous voyez, vous allez vous renseigner avant. Bah, c'est un peu pareil avec l'art, même si c'est beaucoup plus subtil. C'est qu'on va regarder si quelle exposition a été faite, est-ce qu'il y a eu une foire, est-ce que la personne elle a déjà été vendue ou pas. Tout ça, ça rassure un peu comme la vignette rouge, hein, tu vois. Mais ça se fait au niveau du web. Parce qu'on va voir d'abord, et même, c'est ce que je disais, c'est que quand quelqu'un qui voudrait acheter une œuvre découvre l'œuvre en vrai, alors soit il a un coup de cœur, parce qu'on va parler de choses en dessous de 1000 euros à 400 euros, peut y avoir un coup de cœur, et là on ne regarde pas du tout, on achète directement. Enfin, ça dépend évidemment du type d'œuvre, mais si c'est au-dessus de 1000 euros, souvent l'acheteur va aller regarder s'il y a un compte Instagram, si le profil est en anglais ou pas, etc., etc. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est en se mettant du point de vue de l'acheteur que Mhm. ça apparaît. On voit ces évolutions-là, en fait. Ok. Voilà. Et est-ce que le propos artistique ou en dire un peu plus sur soi, est-ce que ça peut aussi générer une sorte de cercle autour de soi? C'est-à-dire que le client a l'impression de connaître l'artiste, donc il est plus sensible. Voilà. Est-ce que il y a C'est toujours une part importante de ça, une part de se dévoiler un peu complètement. ou d'accord, Complètement. ça Ouais, reste ouais, ça, important. Mhm. c'est pas que ça reste important, c'est que c'est C'est encore plus primordial. important. C'est encore D'accord. plus important puisque on va attendre, là, c'est vraiment une évolution du marché, hein, c'est que Mhm. l'acheteur va vouloir une proximité, va attendre une proximité. Mhm. Hein, Que la ça, personne sorte du lot pour X ou Y raison qui est propre à l'acheteur, mais quelque chose qui va lui parler. oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que il va vouloir échanger avec l'artiste. Ça va D'accord, vraiment beaucoup le toucher. Ça va créer ça va d'accord. renforcer un ancrage émotionnel avec l'œuvre. Hein, c'est ce que disait, je pense, vous pourrez retrouver d'ailleurs sur notre compte Instagram des interviews. On a fait l'interview d'un collectionneur qui s'appelle Nicolas Auboirou et qui dit, voilà, quand j'achète une œuvre, moi j'ai l'âme d'un artiste. Et ce que j'aime, c'est aussi savoir dans quel contexte il a créé, ce que ça veut dire pour lui. Enfin, et on voit que quand il en parlait, d'ailleurs, ça le touchait beaucoup. Donc, voilà, c'est beaucoup plus important aujourd'hui, je trouve.
OK. Et du coup, avec Instagram, comme il y a une possibilité de parler par message, c'est le meilleur réseau, de cette proximité-là, pour le coup? Et, oui, Pour créer cette oui, 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 c'est un des outils potentielle proximité ou fausse voilà, proximité, potentiels. Il y a mais plein d'autres manières de faire, hein. mmh Celle-là est quand même, d'accord. ouais, ouais. OK. Et OK, OK. Et du coup là, il y avait des questions par rapport à, un peu de vocabulaire quand même. Tu disais collectionneur. Quand tu dis collectionneur, en fait, c'est acheteur ou Oui, il y a vraiment une grosse définition très oui, oui, c'est réglementée, vrai. très arrêtée de collectionneur? Un collectionneur, c'est, tel volume d'achat, tel nombre Alors, d'œuvres ou quand tu l'as utilisé ce soir, c'était pour dire oui, c'est plus, acheteur dans le ouais, sens vous avez amateur raison. d'art, personne qui aime l'art? Oui, moi, je vais dire amateur d'art. D'accord. Personne qui est sensible à l'art OK. et qui va avoir acheté au moins 2 œuvres. OK. OK, Voilà, mais c'est une définition très personnelle. OK, à partir de 2, on est plusieurs, pareil. Voilà, à partir OK, à partir de 2, ils sont collectionneurs. OK, voilà. entendu. Ça va juste influencer sur souvent le collectionneur, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre plus de 1 000 €. D'accord. Souvent, parce que comme un amateur de vin, Comme vous un avez investissement? non, c'est plus quelqu'un, alors pas à ces niveaux-là, pourquoi pas, hein, D'accord. mais plutôt comme quelqu'un, ouais, il y a des personnes comme ça qui adorent le vin et qui sont prêts à mettre 50 € dans une bouteille. Mmh. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, pour eux, ça a pas le même prix que D'accord. quelqu'un qui n'aimerait pas le vin, vous voyez? Oui, bien C'est plus sûr. ça, il a l'habitude d'en acheter et il aime bien ça. OK, entendu. Hem, une question aussi qui revient, d'un webinaire à l'autre. Ça semble utile de le répéter parce que les questions continuent d'arriver. Hem Le travail, de cette communication, de présence, d'échange, de réponse sur le web est très chronophage. Mais Mmh est-ce que mh. et donc ça, bon, on en a conscience, autant les artistes présents ce soir que toi et moi. On sait que c'est un investissement là, pour le coup, pour l'artiste et que c'est nécessaire. Il y avait une question qui disait: «Quelles seraient, les compétences à avoir et ou les compétences à développer pour que cette présence soit utile ou efficace?» Alors les compétences, c'est la régularité. Voilà. Bien sûr, il y a à apprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, on peut toujours prendre un rendez-vous ensemble, hein, dans le cadre des permanences. Vous avez des rendez-vous de conseil avec la Condamine dans le cadre des permanences de la MDA, donc ça, on peut vous expliquer des choses. Après, il y a aussi ce qu'on fait en ligne, tous les webinaires, etc., etc. Mais ce qu'on voit aussi, euh, ça va être ça va être plutôt de l'aide. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je suis un peu perdu parce que je vois plein de questions sur le chat. Oui, J'ai perdu parce elles que je arrivent vois que maintenant les questions. ça, c'est ce que j'ai dit sur les 1 000 € a Ça été mal perturbe. interprété parce que c'est pas c'est pas ce que je voulais dire. Donc, je vais pouvoir Tu peux revenir dessus. voilà, je reviendrai dessus parce que c'est pas, C'est important que ouais, on ouais, entende tous la même chose. voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, je sais plus ce que je En disais. termes de compétences pour que ce soit efficace et Oui, que en fait, cette communication soit, c'est plus le fait audible. d'être régulier. Mmh. Et c'est comme si on sème des graines et qu'on se met un peu tout le temps, en fait. Réactif peut-être aussi, quand même? Alors, c'est pour ça que c'est que si vous êtes, et si vous, par exemple, si vous publiez régulièrement, si, même sur des sites de vente en ligne, hein, il faut publier régulièrement des offres si vous êtes sur des sites de vente en ligne, eh bien, il faut à tout prix euh, avoir une régularité dans la publication, et ça va amener de la réactivité. Ça va permettre OK. d'être réactif. Et du coup, d'avoir son site ou son Instagram en anglais? Alors, c'est plus une question, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Il y a eu le cas, nous on a le cas avec, il y a une artiste de la Condamine qui vend en Chine et en France, et donc il y a un site en chinois et ça l'a aidé. Donc ça, c'est un point, donc c'est pas que en anglais forcément. Elle n'a pas du tout le site en anglais.
Mais on peut aussi se dire, voilà, est-ce que je souhaite avoir un profil plus international ou bah non, je décide juste d'être en français, ce qui est déjà beaucoup, parce que ça demande aussi un grand investissement. Donc, c'est des questions à se poser par rapport au temps et à ses objectifs. Ok, Voilà. ok, ok. Alors, est-ce que tu veux revenir sur ce fameux un Oui, alors collectionneur, ça attention, achète à plus de je vais 1000 reprendre euh, je vais tu reprendre veux rebondir directement oui, sur directement sur justement, je ne suis ce que dit Emmanuel Favreau, je suis artiste et collectionneuse, donc déjà. c'est souvent le cas, les artistes s'achètent Mais beaucoup oui, mais entre eux. oui, mais c'est ça qui est génial. Hein, Et et s'ils ne s'achètent pas, ils s'échangent. ça se fait aussi, et ça c'est important. Enfin, Beaucoup d'échanges. ça pourrait être le sujet de même d'un webinaire, les échanges en fait entre artistes. Je ne suis pas d'accord avec les 1000 euros. J'ai acheté des œuvres à moins de 1000 euros par coup de cœur et pour enregistrer, pour encourager l'artiste. C'est exactement en fait ce que je dis. C'est-à-dire que évidemment, c'est pas parce que vous achetez des œuvres à plus de 1000 euros que vous êtes collectionneur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est quand vous achetez des œuvres, 2 œuvres, c'est une définition qui est vraiment personnelle. Je disais qu'à partir de 2 œuvres, on peut devenir collectionneur. Ce n'est pas une question de prix. Ce que je disais, c'est qu'on voit par contre un changement de comportement, et ça c'est plutôt par rapport au prix médian et ce qu'on voit sur les rapports, Artis, Cox, etc., qu'il y a au-delà de 2000 euros, on va prendre un peu plus son temps pour acheter. On va y avoir le coup de cœur, mais on ne va pas forcément acheter tout de suite. Et là où on peut rejoindre Emmanuel, c'est que souvent les achats, c'est à la fois le coup de cœur et l'envie d'encourager l'artiste. C'est ce qu'on disait quand on regardait les nouveaux collectionneurs ou les nouveaux acheteurs, parce qu'on pourrait juste dire ça, ou les nouveaux amateurs. C'est qu'en réalité, l'achat, c'est pas uniquement pour décorer, c'est aussi la volonté d'encourager l'artiste. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pu clarifier mon propos. Bah écoute, il me semble. Alors, comment obtenir un financement pour mettre en place ces outils et ces stratégies numériques et commerciales? Alors, potentiellement demander des formations via C'est Pôle ça, emploi, donc ça, via vous avez l'AFDAS. droit à la formation via l'AFDAS, donc ça, c'est totalement possible. Alors, il y a Euh, des conditions à remplir, de voilà, il y a des seuil, de conditions à remplir. rémunération ou d'années Exactement. d'ancienneté, de référencement auprès du régime social artiste-auteur, qu'on pourra vous détailler, par Voilà, mail ça, si vous nous c'est posez la question, faut être à jour et dans voilà. ces déclarations. Aussi, oui, tout à fait. Il faut être Voilà, déclaré. faut, Mais bon, faut être déclaré. avoir un SIRET, En tout fait, ça. Moi, ça, juste c'est la base, hein, non, mais sinon, juste pour dire que ça, enfin, je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes avec qui on échange et qui nous disent, bah oui, mais moi je vends, mais j'ai jamais déclaré. Ouh Et en fait, c'est dommage c'est parce que dangereux. OK. ça bloque Ça bloque beaucoup de choses. ça bloque plein de droits. Vous avez, par exemple, vous pouvez pas avoir les retraites, enfin, de sécurité sociale, Et puis, il y a beaucoup et puis de d'aide à la mairies, de formation. salons et autres, Exactement, de toute exactement. façon, ou de mairies, d'associations. Sans SIRET, ils vous exploseront pas. Enfin, C'est ça, bah, exactement. ils se risquent, eux, à des amendes, pour travail dissimulé, donc ils prennent plus le risque. Ils l'ont pendant très longtemps, ils étaient pas très regardants, mais c'est de moins en moins le cas parce que, bah, les URSSAF, surveillent de plus en plus ce genre de choses et mettent des amendes, donc oui, non, en fait, avoir un SIRET, c'est la base, parce que, évidemment, sinon, il y a plein puis même là, les aides Covid, par exemple, les personnes qui avaient pas de SIRET, ça a été compliqué pour eux. Complètement, Donc voilà. OK, complètement. Non, mais donc il y a l'AFDAS, il y a potentiellement Pôle emploi, il y a si on a un travail salarié par ailleurs et qu'on a, cotisé, que ça a ouvert des droits, il y a plusieurs moyens, en fait, d'accéder à un financement. des Après, financements. il y a aussi des associations locales, la région ou des départements qui Exactement, vous ont aussi avez. des mesures de soutien, et ça, il faut directement voir, avec, les structures locales aussi ou des aides locales, de l'État. Voilà. Par exemple, Heu, Marine Ray parle de la DRAC. Donc, la DRAC va animer des réseaux. Alors, c'est pas systématique, mais il y a aussi des réunions, mmh mh. quelquefois des journées de formation qui peuvent être proposées. Oui. Mais après, bon, faut voir si c'est pertinent par rapport à vos enjeux. Mmh mh, mmh mh. Il y a des gens qui réagissent sur les mairies. Oui, il y a effectivement parce qu'en fait, les mairies,
ont la possibilité, comme tout lieu, de faire des expositions d'artistes déclarés ou pas, à partir du moment où il n'y a pas de prix de vente affiché. À partir du moment où il n'y a pas de prix de vente affiché, il n'y a aucune obligation d'avoir un SIRET et c'est pour ça que les mairies sont pas regardantes. Après, tout lieu où il y a un prix affiché met le doigt dans les obligations fiscales et sociales. Tant qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'obligation, tout simplement. Parce que ça pourrait être une activité de loisir et sans vente, sans souhait d'avoir une rémunération, tout simplement. Voilà. Et oui, pour rebondir, l'AFDAS, il y a une enveloppe avec un budget formation. Les conditions, c'est comme voilà, après il y a du détail, il faut regarder votre dossier, etc. Est-ce que vous avez cotisé sur la dernière année, les 3 dernières années, les 5 dernières années? Mais c'est quand même très avantageux, oui, quand on a débloqué son compte formation, ça peut être pas mal. Après, il y a effectivement aussi voilà, toutes les fiches pratiques qu'on peut trouver sur notre site, les autres webinars, l'aide de la Condamine, par exemple, Bien sûr. alors ça débloque pas du financement, mais il y a de l'accès à de l'information qui donne déjà des clés, hein, pas mal d'outils pour faire pas mal de choses par soi-même sans avoir à payer quelqu'un pour le faire d'ailleurs. Alors, ah oui, tout à l'heure, Pierre Benoît, tu parlais donc des sites comme Artsy, par exemple, Artsper, etc., qui servent donc pour le référencement de l'artiste. C'est ça, voilà. Et dans les questions, il y avait est-ce que participer aussi à des grands salons du type Art3F, ça peut servir aussi de référencement et de prise de contact? Oui, ça peut, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de votre positionnement. C'est-à-dire que, premièrement, il faudrait réfléchir, parce qu'un salon comme Art3F, ça coûte de l'argent. Mmh. C'est la première chose. Donc, beaucoup d'artistes ne sont pas à l'équilibre, en fait, sur les salons. Donc ça, je parle des salons où les artistes exposent eux-mêmes. Et après, il y a les foires. Moi, je parlais des foires dans la structuration traditionnelle du marché de l'art, où vous aviez le galeriste qui va participer à une foire. L'exemple d'Art. Maintenant, on s'aperçoit que Art3Z, vous allez avoir des artistes qui vont très bien fonctionner. Je pense à Perrotte, par exemple, qui est un artiste qui fait les salons Art3F et qui vend beaucoup, mais il y a d'autres artistes qui ne vont pas vendre. Ça dépend de votre style. Et j'allais dire, ça dépend des personnes qui viennent. Donc les salons, c'est un peu à double tranchant. Mais oui, ça peut participer à des prises de contact. Après, attention, si en plus vous C'est décidez de faire un salon et que ça se passe bien, il faut le faire plusieurs années de suite. Ça, Ah, c'est faut toujours créer un rendez-vous, en fait, exactement, exactement. mais ça a un certain coût. C'est énorme. Alors qu'avoir un Instagram ou être sur Artsy, Ah, de toute voilà. façon, vous serez obligé de faire les deux, en fait. Mmh. Le salon, vous n'êtes pas obligé, mais Instagram ou une plateforme de référencement. La plateforme de référencement, allez, on peut la questionner si vous êtes sur plein d'autres sites. Par exemple, si vous Mmh. êtes dans une galerie, etc. Ça peut se questionner, D'accord. mais Instagram, ça se questionne quand même beaucoup moins. OK, et le site internet d'artiste, un site perso? Alors, il y a plusieurs approches. Ça peut rester une vitrine, ça dépend ce que vous en faites. Cependant, si vous n'en avez pas, c'est mieux enfin, si vous n'avez pas de site internet, ayez un Instagram. Voilà ce que je peux dire. Mmh. Et un site internet, maintenant, il y a quand même des systèmes qui permettent d'avoir un site internet, qui ne demande pas une Oui, grosse gestion, ni complètement, d'avoir un complètement. webmaster, où c'est préformaté et l'artiste a juste à remplir Bah, certaines cases, y installer des photos, ce genre de choses. C'est où la gestion est devenue plus c'est très facile simple. aussi, Je hein. pense à Upside, Mmh. Wix. Est-ce que tu peux mettre les noms sur Après, le oui, chat? je vais vous mettre les liens. Super. Je vous mets les liens tout de suite. Attendez. On aura un webinar, hein, dédié Ah bah super. sur créer son site internet. Oui, parce que alors, ça dépend de la plateforme que vous utilisez. Alors, il y a cette plateforme-là, par exemple. Vous avez le Wix.
Et puis vous avez évidemment WordPress. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer un mail et on vous enverra l'annuaire de liens. Il y a eu beaucoup de, on cite énormément de références en fait dans le webinaire et quelquefois c'est pas toujours évident. Si vous souhaitez après aller les découvrir, on peut vous envoyer un document annuaire de liens, l'annuaire de liens du webinaire, avec tous les liens pour découvrir les galeries qui sont citées, les espaces où il y a de l'art qui sont cités, par exemple. Pour ça, il faut nous envoyer un mail à contact@lacondamine.org. On vous enverra l'annuaire de liens. Voilà, WordPress par exemple, Wix, et puis il y a Squarespace. Voilà, si je veux être vraiment complet. Et pour continuer sur cette hiérarchisation de référencement, etc., est-ce qu'il existe, ou est-ce que tu sais s'il existe des salons où ils affichent clairement le nombre d'œuvres vendues, donc sans parler des prix, parce qu'il suffit d'en vendre 3 très gros et ça fausse tout, mais est-ce que, par exemple, si on sait qu'il y avait 200 stands, donc 200 artistes, et que sur les 200, il y en a 142 qui ont vendu quelque chose, et après, est-ce que c'était un petit format, un grand format ou tel prix, mais au moins, est-ce que, enfin, ce qu'on voit passer de temps en temps un Oui, peu c'est sur ça des en fait. sortes de brochures de Ouais, venez ouais, exposer ouais, chez ouais. nous, 90% d'artistes satisfaits qui reviennent une deuxième ou une troisième année, Non, mais il n'y a ou pas de tant de visiteurs, etc. Mais on ne voit pas forcément le nombre d'artistes qui a rentré dans ces frais, Ah, en fait, parce c'est que à la c'est un discrétion certain coût. de l'organisateur, donc ça va Mm. dépendre. Après, C'est des chiffres pas faciles à trouver, j'imagine, non, c'est mais... très difficile. Après, on Ou va retrouver des ça, salons ou des foires qui ont meilleure ouais, réputation que d'autres. ouais, sur des foires qui vont avoir une réputation importante, il va y avoir une publication des volumes, enfin du montant des ventes en fait. OK. Donc Donc, sans ça veut dire citer celles qu'on que, n'aime pas trop, ou qui marchent pas, ou qui ont pas une bonne qualité, parce que ça, on va pas le faire, mais est-ce que tu peux en donner quelques-uns qui te semblent, oui, bah, plus honnêtes ou plus rentables, ou avec une meilleure visibilité, et du coup une meilleure aussi visibilité pour l'artiste? alors ça dépend de quoi on parle, puisque en fait, Mmh. vous allez avoir des foires où vous ne pouvez pas exposer sans galerie, Oui. et vous allez avoir des salons ou des foires où vous pouvez exposer directement. Alors partons du principe qu'on n'a pas de galerie. D'accord, voilà. Donc, alors, je vais en prendre une d'abord à l'international, sans galerie, OK. et qui n'est pas une arnaque, qui est là la Tbilissi Art Fair, OK. en Géorgie. Bon, vous allez me dire, Oui, ça peut surprendre. ça peut surprendre, mais je fais exprès. Je vous envoie le lien tout de suite. C'est vrai que je l'ai pas cité, mais c'est vrai le marché de l'art, on pourrait en parler des heures. Mais voilà. C'est ce qu'on est en train de faire, hein. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que là, non, mais c'est vrai. Mais parce enfin, il y a énormément de choses à dire. Et en fait, chaque point dans le webinaire, on aurait pu faire 1 heure dessus. C'est vrai. Donc, la Tbilissi Art Fair, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez des scènes émergentes, en fait, parce que sur le marché international, les États vont avoir un rôle à jouer. C'est-à-dire que, si je résume, c'est que en réalité, l'art contemporain, c'est aussi une manière de faire la promotion de son pays. Ça, c'est ce qu'on voit au niveau international. La France le fait, et vous avez des pavillons à la Biennale de Venise, par exemple. Eh bien, la Géorgie, c'est un État qui souhaite faire la promotion de l'art contemporain pour valoriser son territoire. Ce qu'a fait Dubaï. Mais c'est un petit pays. Et donc, vous avez des foires qui vont être très bien organisées, où il va y avoir des très bonnes galeries, et un espace réservé à des artistes sans galerie, qui peuvent candidater. Et ça peut être intéressant, vous voyez. Et là, il y a un peu comme la Tbilissi Art Fair fait un peu comme les grandes foires, comme Art Dubaï, Miami Art Fair ou Art Basel, où il y a une publication du volume de vente qui est officiel pour le coup. OK. Donc ça c'est un exemple. Voilà. Après, vous avez des salons. Là, je voudrais pas. Les salons en France, c'est plus touchy, quoi. Mmh. Bah, Euh, on a en tête un peu ceux qui perdent un peu de, ouais, voilà, c'est- d'élan, on va dire, mais on va pas les citer. ouais, ouais. Hem, Non, mais je préfère m'abstenir. d'accord.
Mais je comprends. Voilà. Je comprends pourquoi. C'était pas une question piège, hein, Non, non, promis. mais Mais je comprends pourquoi c'est plus tu qu'en fait, je préfères pourrais pas. pas dire. Il y Parce a que ça dépend de ça l'artiste, ça dépend dépend de l'artiste. des Par années, ça exemple, dépend de sa pratique artistique, ça dépend de la ville, ça j'imagine. dépend, mais voilà, ça dépend de sa Ah, pratique. du. C'est un artiste local ou pas. Ça dépend aussi de son style et ce qu'il fait de l'art. Je prends l'exemple des Mmh. salons animaliers d'art animalier. Mmh. Bon, bah voilà, c'est encore pareil. Il y a des salons spécifiques pour l'art animalier. Vous avez Rambouillet, vous avez London à Londres, vous en avez un qui est très bien. Bon, bah voilà, vous avez Brie-sur-Marne. Enfin, en fait, ça dépend de plein de choses. Et donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas dire celui-là, dans l'absolu, il est bien. Vous voyez, ça dépend vraiment de votre profil. Voilà. Mmh. Et en plus, ce qui serait mieux pour un artiste ou ce qu'on pourrait sembler pas forcément terrible ou pas un très bon salon, ça se trouve un artiste qui va s'y inscrire et il est aquarelliste ou sculpteur et ça va Exactement, cartonner exactement. et Et c'est ça. alors que pour 80% des peintres qui se seraient inscrits, ça n'aurait pas marché. Mais c'est ça. Je prends l'exemple de Carré d'Artistes, par exemple. Mmh. Carré d'Artistes qui est une galerie qui vend beaucoup, hein, en ligne, et puis qui a aussi des galeries en physique. Donc c'est une chaîne de galeries. C'est très critiqué dans le milieu de l'art. On considère que c'est des choses qui sont faites à la chaîne. Mais pourtant, il y a des artistes qui peuvent vivre de leur travail grâce à des carrières d'artistes. Donc, de quoi on parle? C'est pour ça que je vois qu'il y a une très bonne question de Marie Salomé Mmh. sur de quelle manière le marché de l'art est-il relié au milieu de l'art institutionnel, Oui. des centres d'art. Et donc, on avait fait une conférence, un webinaire sur le sujet avec la Maison des artistes, sur les appels à projets, le maillage institutionnel qui existe. Oui. Eh bien, je dirais et ça, je ne l'ai pas développé ce soir parce que c'est vrai que c'est très dense, c'est tout un pan, mais c'est vrai que ça peut être relié à un certain niveau. Par exemple, vous regardez la Biennale de Venise, c'est une galerie. La dernière Biennale de Venise, c'était Kamel Ménour qui a choisi avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, l'artiste. Vous voyez, il y a une collusion. Donc il y a une collusion au plus haut niveau. Mais même à des niveaux, on va dire, plus local, eh bien, on s'aperçoit que eh bien, exposer dans un musée ou un centre d'art, ça participe, mais ça ne fait pas tout. Ça participe à un ensemble qui va permettre à l'artiste peut-être de mieux valoriser son travail. Hein. Ça ne va pas forcément lui permettre de vendre directement, mais ça peut lui permettre de vendre plus tard ou de vendre dans des lieux ou dans des galeries qui peuvent être considérées comme plus prestigieuses. Attention, là, je mets vraiment des guillemets là-dessus, Mmh. sur le prestige. OK. Et pareil, est-ce que par exemple est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les galeries? Par exemple, bon, avant de s'adresser à un gros galeriste, comme on s'adresse pareil, on avait fait, le rapprochement, avant de s'attaquer, au DRAC, au FRAC, peut-être commencer par du réseau local. Est-ce que pour les galeries, c'est Exactement, pareil? c'est On pareil, commence par des galeries locales, petite c'est taille, pareil, taille moyenne avant de s'attaquer et de c'est prospecter ça. pour des plus grandes? Voilà. Alors c'est vrai que on aurait pu, c'est pour ça que je dis, c'est vrai que ce soir c'est un peu une synthèse, on donne Mmh. des pistes. Hein, Oui. mais je suis resté quand même généraliste, Mmh mh. même si on a eu les acteurs et les acheteurs. Hein, on a eu les deux côtés, donc Mmh mh. ça donne quand même un panorama, hein, une lecture d'ensemble. Mais c'est vrai que si on détaille les galeristes et si on détaille les galeristes traditionnels, hein, donc la manière dont c'est structuré, vous allez avoir le galeriste, en fait, la hiérarchie, entre guillemets, du prestige, hein, Mmh. c'est-à-dire du volume de vente et des ventes les plus importantes, ça va dépendre des foires auxquelles le galeriste participe. C'est-à-dire que vous avez des foires nationales, puis vous avez des foires internationales. Le nombre de foires internationales auxquelles le galeriste participe eh bien, joue sur le prestige de la galerie. On va parler de capital symbolique. Symboliquement, ça va être très fort. On va dire souvent qu'il vend, hein, mais quand même, ça participe. Ouais, parce que ça veut dire qu'il va rencontrer d'autres galeristes, les artistes qu'il va exposer vont prendre de la valeur parce qu'ils vont être dans telle foire. Vous avez fait Art Basel, bon bah voilà, c'est intéressant. La Venise Glass Week, enfin voilà. Et donc, on pourrait estimer le prestige, mais ça, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis juste que c'est un peu comme ça que c'est structuré, en fonction des foires auxquelles le galeriste participe, si c'est plus ou moins international. OK. Voilà. OK, OK. Et est-ce que, il y a toujours ce rapport, enfin
cette idée que n'importe quelle galerie, parce qu'il y a écrit Paris, ça tend vers du prestigieux qu'une super galerie en dehors de l'Île-de-France? Alors, moi, j'aurais tendance à limiter un peu ça aujourd'hui, Oui. hein. C'est moins vrai. Je Euh, parle dans l'imaginaire collectif, hein, Dans l'imaginaire, oui, en pour fait, dans l'acheteur l'imaginaire, lambda, quoi. c'est vrai. En fait, dans l'imaginaire collectif, oui. Pourquoi? Parce que la place de Paris dans les années 50, c'était quelque chose, 80% Mhm, du marché. Hein, donc, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Après, vous allez avoir des galeries parisiennes, en fait, qui sont plus des galeries internationales. C'est-à-dire que mhm. c'est des galeries parisiennes, mais qui n'exposent pas d'artistes français. Ok, Ça, c'est un bon exemple, en fait. Donc, d'accord. ça, c'est voilà Ok. un cas. Donc, en fait, à Paris, on a plus un marché international et Mhm. hors de Paris, on a un marché plutôt local, en fait, enfin, plutôt Ok, national. Donc, c'est plus d'accord. ça la distinction à faire. Donc, le prestige va dépendre quand même des fois. Je pense à une galerie là en ce moment, à Envie d'Art, par exemple, qui vend en ligne, qui a eu une galerie à Londres et à Paris, et pas que à Paris d'ailleurs, et qui en fait aujourd'hui, je crois qu'elle ferme ses locaux, mais fait encore des foires très prestigieuses. Donc, et c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Hein, mais si on garde la hiérarchie d'avant Internet, bah, oui, ça dépendait de la foire à laquelle la galerie participait. Ok, Voilà. ok. Et est-ce qu'on peut dire pareil pour les maisons de vente? Pour Les les ventes maisons de de vente vente aux aux enchères. enchères et autres. Est-ce Alors, que passer en maison de vente d'une ville taille moyenne en dehors de l'Île-de-France, ça a la même valeur? ça a la même valeur aujourd'hui. Alors, bon, ça c'est une bonne. C'est vrai. Est-ce que vous faites Cornet de Saint-Cyr, Fauve, hein, Mm, les nouvelles maisons, ou la maison Rosellini à Cannes? Bon, bah voilà, c'est pas la même chose. Et mhm, pourtant, en fait, il y a un indice des ventes aux enchères, parce que les ventes aux enchères sont, les résultats sont indexés, notamment sur le site ArtPrice. Donc, en fait, on va répertorier la vente. mhm, Donc, et ça ne dépend pas, l'indice ArtPrice, par exemple, qui répertorie les ventes, bah, le prix est le prix. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder d'où ça vient. On va dire, bah voilà, ça a été vendu tant, etc., etc. Après, une maison de vente aux enchères, normalement, doit aussi trouver les acheteurs. Donc, ça va dépendre forcément, en fonction de la maison, bah, vous pouvez plus ou moins trouver tel ou tel acheteur. Vous voyez. mhm, Alors, on retrouve la même logique qu'avec les galeristes. Hein, j'aurais pu traiter de la même manière, faire la même analyse que j'ai fait, qui a été proposée avec les galeristes qu'avec la vente aux enchères, puisqu'on retrouve le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va avoir un secteur traditionnel, les commissaires-priseurs, qui va être un peu dérégulé par Internet, puisqu'on va avoir des gens qui vont faire des ventes en ligne et qui ne sont pas commissaires-priseurs, et qui vont faire des ventes aux enchères qui ne sont pas des commissaires-priseurs. mhm. Et aujourd'hui, il y a des commissaires-priseurs qui vendent aux enchères des NFT. Vous voyez. Ouais. Bah, c'est le mélange des genres. On retrouve exactement la même chose. Donc, on va avoir, quand on vend aux enchères, des sites qui ne payent pas une indexation ArtPrice et des maisons de vente aux enchères qui vendent sur Internet, mais qui vont payer une indexation ArtPrice. Et ça veut plus dire quelque chose, je dirais. Après, c'est sûr, si vous vendez chez Christie's ou Sotheby's, bon, bah oui, on va le dire. Vous voyez. Ouais. Oui, ne vous cachez pas de ça, mettez-le sur votre Bah, CV, évidemment, sur évidemment. votre CV artistique. Ah bah, Faites-en évidemment, un article sur votre site temps. internet Voilà. et faites-le sur votre Instagram. Ok, très bien. Alors, bah, on a fait le tour des questions, me semble-t-il. Je crois qu'on a fait le tour. Écoute, sauf si toi tu voulais ajouter quelque chose en plus, quelque chose. Voilà. Non, bah c'est vrai qu'en fait, c'est intéressant comme exercice d'essayer de faire une synthèse et je m'aperçois que c'est très compliqué. Mhm, Bah, après, on fait des choix et c'est vrai qu'on est obligé quelquefois de laisser de côté mm. plein de choses comme les maisons de vente aux Oui, enchères. On aurait pu en certains parler. développements. Voilà, des développements, des choses qui mériteraient plus de temps. Si, alors l'idée, c'est aussi d'avoir ces repères, si je devais résumer, pour vous vous positionner et pour être en accord avec vous-même. C'est ça aussi le plus important. Mhm, Donc ça vous permet aussi de réfléchir à votre stratégie.
la manière dont vous voulez diffuser votre œuvre et vos travaux. Donc c'est ça aussi l'objectif, c'est de vous donner des repères pour vous après faire vos choix. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'artistes qui se regroupent pour prendre Oui. les choses en main Oui. et monter leur Oui, propre galerie, collectif, oui. voilà, se réunir. Ça fait écho au projet qu'on a entre l'association et le fonds de dotation Maison des artistes avec les galeries collectives. Je me permets là d'en reparler une minute. C'est vraiment l'état d'esprit en plus du projet. C'est une galerie, c'est pas accessible à tous, ou ouvrir seul son lieu de vente ou un lieu ouvert au public, c'est compliqué. Ça a un certain coût, ça demande une maintenance, une logistique, des compétences que tout le monde n'a pas. Donc, ce projet de galerie collective a pour objectif de permettre aux artistes de prendre la main sur leur diffusion, sur le marché, du coup, de se positionner et de partager, en fait, tous les inconvénients d'ouvrir ce type de lieu. Vraiment, voilà, c'est-à-dire qu'à 7, 6, 7, 8 artistes, on partage le loyer, on partage les charges, on partage les efforts en communication, le temps que peut prendre le gardiennage, l'accrochage, la scénographie, où on profite des compétences du collègue qui est bon en scénographie et collègue numéro 4 qui est bon pour faire des flyers. Voilà, donc tenez-vous au courant. Nous, de toute façon, on fait des coms et on publiera des choses dès qu'on en saura un peu plus. Mais là, on est en train d'aider les artistes à se regrouper, à se mettre en contact. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous êtes intéressé ou si vous êtes curieux pour en savoir un peu plus. Ou encore mieux, si vous avez un lieu mais que vous avez du mal à le faire vivre par manque de temps, ou de moyens financiers, voilà, logistiques, écrivez-nous et à ce moment-là, on vous met en contact avec d'autres artistes qui ont ce souhait, voilà, et à côté de chez vous, puisque le but, c'est aussi de faire des choses locales. Voilà. Je trouvais que c'était l'occasion de reparler de ce beau projet. Voilà. Et dernier point, Pierre-Benoît, ça c'est une question qui est revenue, que je n'ai pas eu l'occasion de te poser, sur les galeries publiques. C'est pas très répandu et on n'en entend pas souvent parler. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Galerie publique. Oui. Alors j'ai De dans l'oreillette Antina qui me dit qu'il en existe une à Nice. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très isolé, enfin Une peu galerie publique, répandu, c'est quoi. une galerie qui serait proposée par la mairie, par exemple? Ben, j'imagine. Antinéa, si tu as des infos, n'hésite pas. Je pense à Elle est dans Guyancourt, le chat. peut-être, la mairie de Guyancourt qui fait Art Talent. C'est D'accord. d'ailleurs un bon salon, hein, si je devais en citer un. Enfin, c'est un concours en fait. Et qui propose souvent des expositions. Donc là, ce serait public. Je n'avais Une jamais galerie entendu publique par la mairie. l'expression Je jusqu'à pense là. à Guyan. Alors moi, le modèle que j'ai en tête, c'est Guyancourt. Ok. La mairie de Guyancourt qui a fait de l'art c'est quelque chose d'important pour la ville. Ok. Allez voir aussi googliser Art et moi, Art et moi, oui. que Louise me souffle aussi dans l'oreillette. Voilà. Ok, voilà, bah c'est vrai que c'est une expression. Enfin voilà, c'était pas. Je trouve que c'est quelque chose de pas très connu en fait, tout simplement, et sûrement de pas très développé. Mm. Donc à suivre. Voilà, à suivre ce que font les collectivités territoriales là-dessus, à voir si c'est quelque chose qui se développe ou pas. Mm. Et donc, Après, chacun, il y a les FRAC, renseignez-vous autour de vous, qui sont auprès de votre associés. mairie, auprès de votre conseil départemental peut-être. Et voilà. Ok, bon bah écoute, Pierre-Benoît, il me semble qu'on a fait le tour. Plus de questions en tout cas sur le chat.
Si c'est OK pour tout le monde, ben, on en reste là pour ce soir. Vous aurez le replay hein, sur l'espace adhérent là très rapidement. Nos fiches pratiques. Voilà, tout plein d'infos pour poursuivre cette thématique, entre autres, et puis toutes celles qu'on a déjà vues, puisque tous les webinaires passés sont en replay. Voilà, donc n'hésitez pas. Pierre Benoît, la Condamine, merci. Merci Charlotte, puis merci à vous d'être présent ce soir. Oui, merci les artistes pour Et votre oui, curiosité et votre investissement. c'est vrai, c'est toujours un plaisir d'échanger en fait. C'est sympa ce petit rendez-vous du jeudi. Ah oui, il y a toujours plein d'échanges, de débats, de questions aussi. Enfin, je trouve ça fort en fait. Donc, Oui, merci. un vrai apport en tout cas. Ça aide à réfléchir, à avancer et moi je trouve ça bien sympa. Je reviens dans jeudi prochain, je sais pas toi. On signe, voilà, on signe pour la suite. Voilà. Ok. Bon bah les artistes, j'espère que vous aussi vous serez là. En tout cas, vous étiez encore nombreux ce soir. Très bonne soirée à tous, à bientôt. À bientôt, au revoir.